qui décoiffe. Cube Radio. L'ancien maire de Rosemont, François-William Croteau, en a long à dire sur le rôle de la politique dans la crise du climat, dans la capacité des villes à être résilientes et faire face à tous ces changements climatiques. Il a publié un nouveau livre qui s'appelle « S'adapter ». Demain, les villes résilientes. Je suis passée par plusieurs chapitres qui m'ont intéressée de ce livre-là et j'avais vraiment hâte d'en parler avec François-William Croteau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je finissais de le lire et je me demandais comment je peux le classifier, ce livre-là. Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est des mémoires? Est-ce que c'est un journal intime? Est-ce que c'est un cahier de notes? Est-ce que c'est une thèse de doctorat? C'est surtout pas une thèse de doctorat pour en avoir fait une. En fait, l'objectif du livre était avant tout de faire une démarche de vulgarisation de comment fonctionne une ville, quels seront les impacts du réchauffement climatique sur les villes en général et comment on peut y arriver comme gestionnaire, comme citoyen dans le cadre de la gestion municipale. Donc, c'est un livre grand public qui se veut vulgarisateur et, naturellement, le mieux qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est de donner des exemples concrets, des choses du réel qui nous font comprendre concrètement ce que ça veut dire. Et en même temps, je voulais aussi que ce soit une démarche qui permette de faire réfléchir, de bousculer. Donc, c'est un peu tout ça. C'était surtout pas une thèse. La première version du livre était ma deuxième thèse de doctorat. Mon éditeur n'était pas content quand j'ai remis ça. On a dû revoir la démarche parce que si on veut faire un livre grand public, il faut surtout pas tomber justement dans trop de théorie. Puis une des choses qui m'importait aussi, c'est que moi, je suis un expert d'une certaine manière de ce sujet. Entre nous, je dirais politiciens ou universitaires, on se comprend, mais rarement on se donne la peine de faire cette démarche pour essayer justement de parler à ceux qui ne sont pas des experts et qui parfois se posent des questions. Mais parce que souvent, on publie un livre pour annoncer qu'on se lance en politique. On publie pas un livre après avoir fait de la politique pour finalement dire ce qu'on pense des réels enjeux pour lesquels on était élus, là. Oui. En fait, moi, je pense que c'est une poursuite, dans mon cas, de mon action dans le public, dans mon engagement public. Ça l'était avant que je sois en politique. J'avais décidé d'être universitaire, d'enseigner. Je faisais ma thèse de doctorat sur la gouvernance urbaine parce que j'avais envie de participer au débat, à l'amélioration des villes. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'être élu pendant 3 mandats. Donc, je considère que c'est un privilège qui nous est donné. J'en ai profité de ce privilège pour aller au maximum de ce que je croyais qui était le mieux. Et maintenant, j'avais envie de le faire différemment parce qu'après 3 mandats, je pense que j'avais fait le tour et je voulais le partager d'une certaine manière, mais aussi réfléchir sur une propulsion vers l'avant. Parce qu'en politique, on a rarement cette chance de parler à long terme. Et là, en faisant un livre, en étant un peu à l'extérieur de la politique, on a cette liberté de le faire. Et c'est ça que j'avais envie de faire avec ce livre. Il y a certains passages qui m'ont interpellée. J'ai sourcillé un petit peu. Je vous en parle. Toute la question de la mobilité. Évidemment, elle est au cœur de l'actualité, on le sait, c'est de l'immobilité qu'on a à Montréal, c'est pas de la mobilité. Je vous raconte. Ça dépend de quelle mobilité on parle. Oui, mais on parle. Je regardais une des anecdotes que vous avez relatées dans le livre, c'était lorsque vous compariez le nombre de pistes cyclables qui étaient en train d'être développées au plateau Mont-Royal versus à Rosemont-Petite-Patrie. Vous étiez un petit peu jaloux, dans le sens où, me semble que ça va beaucoup trop vite, beaucoup trop. En fait, ça se construit pas mal mieux au plateau que chez vous, et vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et d'agir. Est-ce que c'est vraiment un exemple à suivre, le plateau Mont-Royal, question mobilité? Oui, tout à fait. Puis le plateau est un exemple. Ça, c'est si vous parlez à du monde qui sont à vélo ou à pied, c'est ou qui restent chez eux. Les gens qui l'habitent, parce qu'on est dans des quartiers de proximité. Et ce qui se fait partout, le plateau, c'est pas exceptionnel, là. Je veux dire, faut juste aller à New York, faut aller un peu partout à Boston, à Toronto même, à Ottawa, à Nantes, à Copenhague, à Barcelone.
Montréal n'est pas une exception. Là. C'est exactement la même tendance. C'est si on veut être en mesure de faire un changement en termes de mobilité, justement, il faut qu'il y ait une offre diversifiée. Avant, là, moi, quand je suis arrivé dans Rosemont-la-Petite-Patrie, l'offre diversifiée, elle n'existait pas. C'était soit l'automobile, soit l'autobus. C'est pas de la diversité, ça. Ce n'est pas un choix qu'on permet aux gens. L'objectif pour améliorer la mobilité, c'est d'offrir les gens le choix d'une mobilité différente qu'ils peuvent y avoir. Lorsque les gens n'ont pas d'autres options, ça sert à rien de les culpabiliser. Moi, j'en parle dans mon livre, d'ailleurs. Il ne faut pas culpabiliser les gens d'être pris à être obligés de prendre leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Mais si on veut offrir d'autres options, bien, il n'y a pas 1000 façons de le faire. Ça veut dire qu'il faut enlever une partie de l'espace dédié à quelqu'un en ce moment pour le donner à quelqu'un qui va se transporter différemment. Donc, c'est un rééquilibrage. C'est sûr que ça dérange. C'est des choses qui vont toujours déranger parce que c'est notre quotidien, c'est nos habitudes de vie. Il n'y a personne, moi le premier, qui n'a pas une certaine résistance à des changements qu'on vit. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec la décision, par exemple, de l'administration Plante de fermer Camillien-Aude? Ah ben oui, j'ai écrit une chronique là-dessus la semaine dernière. Alors, donc, comment ça va aider à faire le tour, finalement, de la montagne pour les personnes qui souhaitent avoir accès à la montagne? Encore une fois, c'est le monde de l'Est qui sont pénalisés. C'est pas le monde de l'Ouest là, qui viennent de Westmount qui sont pénalisés dans l'accès à la montagne. C'est le monde de l'Est qui viennent de Rosemont, qui viennent du Plateau, qui viennent de Pointe-aux-Trembles, de Rivière-des-Prairies. Et qu'on fait ça au nom de l'environnement, quand ce beau monde-là vont tous se retrouver dans le trafic, sur des pins, sur Dr. Penfield, à faire le tour de la montagne. Bien, c'est pas le sujet de mon livre. Non, mais... je comprends la question, mais il faut comprendre une chose. À l'origine, ce parc-là n'avait pas été construit pour qu'il y ait une route qui le traverse. L'œuvre de Homestead, qui a fait aussi Central Park, l'objectif était que ce parc-là soit un lieu où on allait justement contempler la nature. Sauf qu'à une époque, on a eu un maire qui s'appelait Jean Drapeau, qui, pour lui, la modernité, c'était de retirer le plus d'espace possible aux humains pour en donner le plus possible à l'automobile. Aujourd'hui, partout, on revient à l'essence même de ce qui est un espace pour les humains, c'est-à-dire des lieux de contemplation, des lieux d'apaisement, des lieux où on diminue le stress urbain pour toutes sortes de facteurs qui sont, oui, social, la pollution, l'environnement, le bruit. Et ce sont des choses essentielles si on veut se donner une qualité de vie dans des milieux urbains denses comme Montréal. Ce n'est pas le cas dans toutes les villes. T'sais, Montréal, ce n'est pas Terrebonne, par exemple, et ce n'est pas Quaticook, ce n'est pas... Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi aux comparaisons, même sur un même territoire comme Montréal, parce que chaque secteur doit être pris différemment. Chaque secteur a des problématiques différentes. Mais là, on ne répond pas à la question de Camillien-Aude. Là, on a fermé un c'est accès... pas fermé, c'est en 2027. Oui, mais c'est la décision qui a été annoncée. Tout à fait. Et ça crée du trafic pour faire le tour de la montagne. Ça crée rien pour l'instant parce que c'est toujours ouvert. Oui, mais ça va créer du trafic, puis on l'assume. La mairesse l'assume elle-même. Oui, mais vous savez, cette idée que parce qu'on enlève l'espace, ça va créer du trafic, si vous allez voir, puis dans mon livre, j'en parle beaucoup, je tiens énormément à la question des données puis des faits. Les faits ont démontré, les études ont démontré que c'est faux. Ça ne crée pas plus de congestion. Partout où on a fait ces choses-là, il n'y a pas eu une augmentation. On avait crié au scandale pour le rêve Saint-Denis. Bien, il y a moins de circulation. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens prennent maintenant plus le vélo que le auto. Donc, l'idée de penser que parce qu'on donne plus d'options, il va y avoir plus de congestion, on oublie qu'il y a des gens qui vont faire un transfert modal, qui vont utiliser d'autres modes de transport qu'ils utilisaient, et c'est ça l'objectif. Et donc, votre affirmation, partout où on a fait ces choses-là, bien, ça s'est avéré exactement le contraire. Et comme dans toutes les situations, la piétonisation de Mont-Royal, de Wellington, ou encore le rêve Bellechasse, le rêve Saint-Denis, où on avait crié que ça serait la catastrophe, et bien après coup, tout le monde s'est dit, eh bien non, finalement, il n'y a pas plus de congestion. Mais est-ce que vous et trouvez ça que va Montréal, être la ça même va bien chose. en termes de mobilité? Va très, très bien. Il y a des travaux essentiel à Montréal pour faire la réfection des infrastructures. Si vous parlez d'immobilité, c'est lié à ces travaux-là. C'est pas à cause qu'il y a manque de voies de circulation automobile. Sinon, si vous marchez, vous prenez le transport en commun, le vélo, vous roulez très bien à Montréal. François-William Croteau, je lisais votre livre, là, puis quand j'ai fini, je me disais...
Il me semble qu'un jour, Valérie Plante va pas vouloir rester là, puis peut-être que finalement, c'est peut-être pas juste un testament politique, c'est peut-être le début de quelque chose d'autre. Est-ce que vous vous inspirez de Denis Coderre à publier un livre pour vous revenir en grande force? Non, pas du tout. Hey, Denis Coderre ne sera jamais une inspiration pour moi, en tout respect, bien entendu. Non, je parle plus de stratégie politique. Mais même en stratégie politique, on n'a pas du tout la même vision de la politique, lui et moi. Et encore une fois, je le dis en tout respect pour Denis. Non, c'est pas mon objectif de revenir en politique. Fermer complètement la porte? Pour le moment, oui, mais dans la vie, qui sait qu'à 65 ans, si je n'aurais pas envie de revenir, j'en ai juste 51, j'ai encore plein d'années devant moi, mais pour le moment, j'ai envie de faire bien d'autres choses. Ben alors, c'est quoi les plans pour... Pour l'instant, j'enseigne. Je suis toujours chroniqueur au devoir. J'ai mon OBNL pour aider les villes à faire la résilience. J'ai signé une entente avec un partenaire français pour offrir mes services professionnels aux villes françaises. Donc, je suis conférencier et aussi conseiller stratégique chez Ryan. Je suis très occupé, finalement. Vous êtes très occupé. Avant de vous laisser, j'aimerais vous entendre sur les crépages de chignon qu'il y a eu entre les villes et le gouvernement du Québec quant au financement de tout ce qui est résilience climatique. Là. Les villes ont demandé 2 milliards récurrents chaque année. Le gouvernement a balayé ça du revers de la main. Au-delà des pistes, au-delà des différents aménagements qu'une municipalité peut prendre, ils ont besoin d'argent. Oui, tout à fait. Et les villes ont raison de demander une réforme. Ce qu'elles demandent, bon, oui, il y a un chiffre. Et souvent, le chiffre sert surtout à attirer l'attention pour entamer des négociations et des discussions concrètes. En ce moment, je pense qu'il y a une incompréhension du rôle que les villes peuvent et doivent jouer dans l'avenir. On le voit, là, que ce soit en habitation, en question climatique, en question d'itinérance, en question de santé publique. Ce sont les villes qui ont à gérer maintenant ces problématiques-là directement. Et c'est le quotidien, la gestion municipale. Or, la fiscalité municipale n'a pas été concoctée, si je puis dire, ou fabriquée pour répondre à ces besoins-là qui, à une autre époque, étaient d'une responsabilité québécoise ou provinciale. Là, en ce moment, à cause des facteurs socio-économiques, environnementaux, ça fait en sorte que les villes se retrouvent avec des responsabilités qui n'étaient pas les leurs avant et l'argent ne suit pas. Donc, on doit réfléchir vraiment profondément sur la manière dont on va permettre aux villes d'avoir cette capacité de répondre à ces besoins concrets et réels qui existent. Parce qu'au bout du compte, c'est le citoyen qui paye pour. Et là, les gens sont un peu tannés qu'on se lance à balle. Et donc, oui, il y a une réflexion à avoir. Il y a... et c'est unanime chez les maires. Hein. Vous avez vu, c'est quand même... Il n'y a pas de maire qui dit moi, non, ils vont jamais dire qu'ils ont besoin de moins d'argent. C'est quand même jamais arrivé depuis très longtemps que des maires se solidarisent autour d'une question aussi fondamentale et demandent au gouvernement. Je pense que le gouvernement va finir par tendre la main et écouter. Mais en ce moment, c'est sûr qu'il y a un certain rapport de force. Et pour avoir vécu une gestion municipale, l'assiette fiscale, elle est compliquée à combler ou à cadrer. Quand vous n'avez que les tarifs de permis, de parcomètre, de contravention ou encore la taxe pour combler tous ces besoins, vous tournez vite en rond et au bout du compte, ben vous savez qu'à chaque fois que vous allez chercher plus d'argent parce que vous avez plus de besoins, ben vous rendez des personnes malheureuses, c'est-à-dire ceux qui payent des taxes au bout du compte. Donc, faut revoir tout ça, oui. S'adapter, demain, les villes résilientes, François-William Croteau, aux éditions Québec Amérique. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci, ça fait plaisir.